Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Nouvelle semaine, nouvelle émission d'Info Hebdo. Autour de moi, 4 journalistes de Média Ténois. En ordre alphabétique, Nelly Guidici, Denis Laure, Cristiano Pereira et Élodie Roy. Bonjour à tous les 4. Bonjour. 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 Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, on va parler de l'initiative Les Enfants Inuits d'abord, du rendez-vous immigration francophone qui s'est tenu cette semaine à Yellowknife, de crues et d'inondations, du sommet de l'Arctique et on terminera par 2 événements culturels inratables. Cette semaine, Cristiano, tu as fait un saut au Forum régional des réseaux en immigration francophone. Celui-ci se tenait à Yellowknife les 24 et 25 février. Alors, quel était l'objectif de cet événement ? Oui, tout à fait. Bon, pendant 2 jours ici au Hotel Explorer, le Forum régional des réseaux en immigration francophone des prairies et des territoires nord-ouest. Donc, il a rassemblé plusieurs professionnels du secteur et ils sont venus ici pour faire pas mal de discussions et pour réfléchir à la immigration francophone sur le long terme. Surtout en tenant compte les réalités propres au Nord. Donc, il y a eu pas mal de discussions. Plusieurs ont mis l'accent sur la nécessité d'aller au-delà du recrutement et de mieux adapter les politiques d'immigration aux enjeux concrets du territoire, ici du Nord. Et donc ils ont pas mal discuté des sujets comme l'accès aux services, le logement, l'emploi et l'ancrage communautaire. Et alors, la ministre Caitlin Cleveland était là lors de cette ouverture du forum. Qu'est-ce qu'elle a délivré comme message ? Oui, la ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des territoires nord-ouest, Caitlin Cleveland, elle a mis un discours au début de l'ouverture. Et elle a rappelé l'apport historique des communautés francophones et souligné un peu l'importance de la concertation, du dialogue. Donc, elle s'est présentée comme une fière Ténoise et elle a insisté sur le rôle des réseaux en migration francophone qu'elle décrit comme des catalysateurs d'action collective. Elle a dit que le dialogue est toujours très important et qu'elle a mis un peu en valeur le travail de RIF TNO comme un mécanisme efficace de cette dialogue, de cette collaboration entre le gouvernement territorial et la communauté franco-ténoise. Notamment pour identifier des lacunes dans les programmes et trouver des solutions pour améliorer les services. Et alors, durant son intervention, qu'est-ce qu'elle a soulevé comme principaux défis ? On peut penser à la rétention notamment, oui, la retenue ? Justement, c'est exactement ça. La question de la rétention a été, on peut dire, identifiée comme l'un des plus grands défis pour le Nord, selon la ministre. S'établir durablement dans le TNO exige non seulement des perspectives d'emploi, mais aussi, comme on doit imaginer, mais aussi un accès adéquat aux services et un certain sentiment d'appartenance. Et pour les francophones, ça va passer par un écosystème communautaire dynamique, on peut dire ça. On a eu aussi une intervention de la présidente du conseil d'administration de la Fédération franco-ténoise, Sophie Gauthier. Elle a parlé tout de suite après la ministre et elle a souligné des enjeux communs comme le logement, la pression sur les services, tous les défis de vivre avec les réalités nordiques
Et, donc, Sophie, elle a présenté le forum comme un espace essentiel de dialogue et de partage de pratiques et de collaboration pour trouver des solutions adaptées aux besoins des personnes immigrantes et aux réalités ici du Nord. Oui, pour avoir participé en partie au forum, c'est vrai qu'il y avait aussi tout un atelier avec une présentation avec des migrants francophones, voilà leur parcours depuis des années au TNO. Donc c'était vraiment c'était intéressant de voir les parcours de chacun, parce qu'on a tous des parcours similaires où on peut puiser là-dedans. Donc un bon forum. Merci beaucoup. Merci. Autre sujet bien différent, le gouvernement fédéral vient de faire une annonce au sujet de l'initiative Les enfants inuits d'abord. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire, Cristiano ? Oui, c'est vrai. Donc c'était la semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé le 19 février, oui, la prolongation du financement de l'initiative Les enfants inuits d'abord. Cette prolongation jusqu'à mars 2027. Donc, on peut dire qu'ils ont prolongé un programme qui vise à éviter que les enfants inuits soient privés de services essentiels en santé, en services sociaux, en éducation, à cause des delays ou des blocages administratifs. Il est particulièrement important dans les régions nordiques et éloignées, comme ici, mais partout le nord, où l'accès aux services est déjà un peu limité, et donc ce genre de mesures servent pas mal de fois à combler des lacunes structurelles de longue date, on peut dire ça. Et alors, donc, on a déjà parlé de Caitlin Cleveland, donc la ministre de l'Éducation tout à l'heure pour le précédent sujet, mais alors comment elle a accueilli cette annonce ? J'imagine qu'elle a dû dire quelque chose à ce propos. Oui, c'est très intéressant parce que la ministre, elle a eu une réaction qui a commencé par, elle était contente, elle a dit que c'est une annonce encourageante et que, en tout cas, ça démontre un peu que Ottawa démontre une certaine compréhension de l'importance de ces programmes pour les enfants et les familles inuites. Mais et elle dit même qu'il y a un programme, une solution à court terme, c'est quand même mieux que la incertitude totale. Mais ce que je pense que c'est important, elle a souligné que cette prolongation d'un programme juste pour un an ne va pas régler les problèmes de fond. Et que ce n'est pas une solution qui va apporter d'amélioration concrète dans l'accès aux services dans les écoles et les collectivités des TNO. Donc elle s'attendait un peu plus. Donc elle trouve que c'est insuffisant. Pourquoi, au juste ? Oui, selon la ministre, la prolongation du financement pour encore un an ne s'accompagne pas d'aucune modification claire des lignes directives du principe de Jordan de l'initiative des enfants unis d'abord pour le TNO. Donc, elle a quand même rappelé que ce genre de programmes ne sont pas exactement des bonus pour le Nord, du moins, mais que c'est des outils essentiels pour soutenir des élèves qui vivent et qui étudient, essayent d'étudier dans des collectivités complètement isolées. Donc, elle a évoqué déjà des conséquences concrètes dans les écoles, comme le manque de personnel pour appuyer les élèves qui ont des besoins complexes, et aussi une diminution des services. Il y a comme une pression accrue sur les éducateurs. Donc, le gouvernement territorial a quand même, on a parlé de ça il y a quelques mois, trouver une solution, un financement temporaire, mais il s'attend encore que Ottawa fasse quelque chose de plus durable, de plus concret, viable à long terme, on peut dire comme ça, pour sortir toujours de ce climat d'incertitude qu'elle considère.
Merci Cristiano. Merci. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest publie actuellement un guide de planification dans les zones à risque d'inondation et de nouvelles cartes pour 5 collectivités. Denis, tu as travaillé sur ce sujet pour Territoire d'Info. Quelles zones d'inondation ont été cartographiées ? Oui, allô. Oui, les collectivités dont on parle, c'est Aklavik, Fort Simpson, Hay River, la Première Nation, Katlodichi et Nahanibut. C'est des places qui sont dans la liste des 10 endroits les plus à risque d'inondation au TNO. Et d'ici 2028, le GTNO va faire la carte pour les 5 autres places qui sont prioritaires. Donc, Fort Good Hope, Fort Liard, Fort McPherson, Jean-Marie River et Tulita. Les cartes qui étaient utilisées jusqu'à maintenant, elles dataient des années 80. Alors, elles montraient des probabilités de crue de 1%. Les nouvelles cartes sont faites avec des études techniques plus détaillées, des données plus complètes. Ça se rend jusqu'à 0,5%. Ça veut dire des événements qui ont une chance sur 200 qui se produisent dans une année, une crue d'une telle ampleur, où ils utilisent le terme bicentenaire, donc une fois à tous les 200 ans. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend en considération plus de risques, ça ratisse plus large dans les probabilités, ça permet de mieux planifier. J'ai fait une entrevue avec Laurie Fife, qui est la directrice de la gouvernance communautaire au ministère des Affaires municipales et communautaires. Puis elle a expliqué que ce ratio-là, 1 sur 200, c'est ce qui sert à la sécurité publique du Canada pour évaluer l'assistance financière, donc les remboursements aux gens lorsqu'il y a eu des désastres. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ce qu'on trouve concrètement dans ce guide de planification ? Oui, ça, en fait, c'est fait en conjonction avec la nouvelle cartographie. C'est pour aider les planificateurs communautaires dans l'utilisation, la gestion du territoire dans la perspective de changement climatique. Par exemple, comment éviter de diriger des infrastructures dans un secteur à haut risque. On explique c'est quoi un canal de dérivation, une zone périphérique d'inondation. Finalement, c'est un outil éducatif avec des jolis petits dessins qui me rappellent ceux d'Alison McRitch, mais ils ne sont pas signés. Alors, les inondations sont les catastrophes les plus courantes et les plus coûteuses au Canada. Est-ce que tu as des statistiques à nous partager ? Oui, puis elles sont pas très joyeuses. Au TNO, le rapport annuel 2025 du système de gestion des urgences, on met sur un pied d'égalité les problèmes de feux de forêt et d'inondation. Mais dans l'ensemble du Canada, selon l'Institut climatique du Canada, les inondations sont les catastrophes les plus courantes et les plus coûteuses actuellement. Et à mesure que les changements climatiques vont s'accentuer, les inondations vont s'accentuer en termes de fréquence et d'intensité. Ce qu'il dit, je cite toujours l'Institut climatique du Canada, c'est que les modèles climatiques projettent que d'ici la fin du siècle, un événement pluvieux extrême qui se produit actuellement tous les 20 ans au Canada pourrait se produire tous les 5 ans et que le volume de précipitations extrêmes sur 24 heures qui se produit tous les 20 ans devrait augmenter de 12%. Dans les chiffres, on parle d'argent, les coûts annuels de dommages, ils anticipent que ça pourrait passer de 5 milliards de dollars annuellement, évidemment, à 13 milliards. C'est peut-être un peu abstrait, mais il y a une autre statistique qui est inquiétante puis qui s'adresse aux gens peut-être de manière individuelle. C'est que les assureurs estiment que pour chaque dollar de dommages assuré qui est causé par une inondation, il y a 2 dollars de dommages non assurés qui sont assumés directement par les ménages et les contribuables. Alors, voilà. Si je reviens au rapport annuel 2025 du système de gestion des urgences des TNO qui vient de sortir, on rapporte que les inondations de 2022 ont coûté 107 millions de dollars. Et les démarches d'atténuation de risque, les démarches pour l'assainissement à cause de la contamination, etc., c'est pas encore terminé. Il y a encore des gens qui sont dans le processus d'aide financière du fédéral 3 ans plus tard. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. C'est comme quelque chose qui est très difficile pour les gens. Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces explications. Sans transition, le sommet de l'Arctique a eu lieu au Yukon, à Whitehorse, du 23 au 25 février dernier. Nelly, tu y étais. Qu'as-tu pu voir ? Qu'est-ce que tu as pu y apprendre ? Alors, c'était un gros événement organisé
notamment par le gouvernement du Yukon et la Chambre de commerce de Whitehorse, et qui a réuni sur 3 jours près de 500 personnes qui venaient des 3 territoires. Il y avait des dirigeants politiques autochtones, des représentants des gouvernements territoriaux, des représentants du gouvernement fédéral, des acteurs économiques, des partenaires circumpolaires aussi, des chercheurs, des gens de l'armée. C'était vraiment tous les acteurs de l'Arctique circumpolaire finalement qui se sont retrouvés pendant ces 3 jours dans la capitale pour discuter des enjeux actuels et futurs du Nord en termes de sécurité et de défense. Donc, plusieurs thèmes ont été abordés parce que c'est un sujet vaste, donc notamment la souveraineté, la sécurité, comme je l'ai dit, mais qui regroupe aussi tout ce qui est sécurité alimentaire, les infrastructures, les ressources essentielles. Donc finalement, pendant ces 3 jours, tous les intervenants et le public ont pu interagir et discuter, échanger pour une vision du Nord des 3 territoires qui serait autonome, résilient dans le cadre de la réaffirmation de la souveraineté canadienne en Arctique. Alors, est-ce que ce sommet a donné lieu à on l'espère, des prises de décision importantes? Alors oui, il y a eu 3 événements notamment qui se sont déroulés pendant les 3 jours du sommet. Au premier jour, le député du Yukon, M. Brendan Hanley, a profité de la scène du sommet, de la grande scène, pour faire une annonce sur un financement fédéral octroyé au Conseil des Premières Nations du Yukon. Donc il a annoncé que plus de 350 000 $ sur 2 ans allaient être versés à ce Conseil des Premières Nations du Yukon, donc pour les Premières Nations de ce territoire. Alors, Matilla Alatini, qui est la grande chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, s'est dite vraiment très favorable et contente de cette annonce parce que pour elle, elle voit non seulement une opportunité de développement économique pour les Premières Nations au niveau de la résilience des infrastructures, mais elle voit aussi dans cette annonce la possibilité pour les Premières Nations de se positionner, d'être au premier plan dans tous les travaux qui sont relatifs à la sécurité et à la souveraineté dans le territoire du Yukon. Hier, il y a un deuxième événement notable qui s'est produit au niveau municipal. Alors, les maires des 3 capitales, des 3 territoires étaient présents. Donc, Monsieur Solomon Awa, qui est maire d'Iqaluit, Ben Hendrickson, le maire de Yellowknife, et Kirk Cameron, le maire de Whitehorse, ont signé un protocole qui renforce la collaboration entre les 3 capitales. Et ce protocole, en fait, va leur permettre de travailler, d'échanger les informations sur les infrastructures, sur les capacités communautaires. Donc, c'est vraiment une étape, en fait, importante qui positionne les 3 capitales et les municipalités du Nord sur une place de choix, puisqu'ils vont pouvoir maintenant échanger et puis être présents aussi dans tous les travaux relatifs à la souveraineté dans le Nord. Et hier, finalement, au dernier jour de ce sommet, il y a un autre protocole d'entente qui a été signé sur le tourisme. Donc, c'est les représentants de Northwest Territories Tourism, Travel Nunavut, et l'Association de l'industrie du tourisme du Yukon, qui ont signé une entente qui signe le point de départ de la future création d'un réseau touristique de l'Arctique canadien. Et ce réseau, il a pour but de renforcer aussi la coordination et le partage entre ces 3 organismes de tourisme dans les territoires afin de promouvoir le Nord, mais dans un Arctique qui fait l'objet d'attention croissante. Alors, moi, j'en attends plus. J'en parlerai probablement dans les prochaines semaines pour voir quels sont les enjeux de cet accord qui a été signé. Mais il y a quand même des ententes vraiment très notables qui ont été conclues durant les 3 jours de ce sommet. Merci Nelly, tu nous tiendras au courant, j'en suis sûre. Évidemment. On termine cette émission avec toi, Elodie. Alors, il y a 2 événements francophones très différents qui auront lieu cette semaine à Yellowknife et la semaine prochaine. Alors, quel est le programme? Dis-nous en plus.
Oui, d'abord, l'artiste Lionel Lehoulier sera de passage à Yellowknife dans le cadre d'une tournée dans les 3 territoires, alors Yukon, Nunavut, territoire du Nord-Ouest, et Yell offrira un atelier d'écriture inclusive offert par l'AFCY et la FFT. L'atelier portera surtout sur la façon de rendre le français plus inclusif, non seulement à l'écrit, mais aussi naturel et compréhensible durant les conversations. Le deuxième événement, qui serait présenté très bientôt, le 5 mars 2026. Il y aura la soirée spectacle Histoire d'entre nos lèvres au Top Night, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est situé au 2e étage du Black Knight Pub. Et ce spectacle sera pour les adultes seulement, alors 19 ans et plus, et proposera un mélange de contes revisités, marionnettes, chants, danse, et même aura un quiz inclusif où tu peux gagner des prix. Alors, pour revenir sur le premier atelier, quel est le message derrière cette activité, cet événement avec Lionel? Pour Lionel, l'écriture inclusive dépasse surtout la grammaire. C'est ça le gros message qu'il a partagé. Yell considère que parler français au Canada est déjà un geste politique, surtout en contexte minoritaire, comme la communauté francophone. On le sait bien au Canada, c'est une grande minorité. Et alors, adapter la langue pour inclure davantage de réalités de genre est, selon Yell, une façon d'ouvrir la francophonie à tout le monde. Yell insiste aussi sur le défi concret, comment rendre des formes inclusives, fluides et compréhensibles lorsqu'on dit des choses à voix haute. Comme en français, on a une table, une chaise, un ordinateur. En anglais, on n'a pas de féminisme ou de masculin pour certains termes. Alors, ça peut rendre des choses un peu plus compliquées. Et alors, de son côté, que propose la soirée, donc Histoire d'entre nos lèvres, et à qui elle s'adresse? Donc, c'est le jeudi 5 mars, pour rappel. Oui, alors Histoire d'entre nos lèvres est un spectacle destiné au public adulte seulement qui donne une place centrale aux voix des femmes. C'est ça le grand but, la grande ligne. C'est créé par les conteuses Shay et Joe, 2 artistes francophones bien connus de la communauté. Et le spectacle abordera des thèmes comme la sexualité, la santé mentale et le rapport au corps, avec humour. Et bien sûr, et avec sensibilité. Alors, tout le monde est la bienvenue. C'est pas seulement ouvert aux femmes, c'est aussi ouvert à tout le monde. C'est vraiment alliés, ça, à tout le monde qui est 19 ans et plus. Et grâce à une subvention obtenue en juin 2025, les artistes ont pu développer une version plus ambitieuse de leur projet. Et elle espère surtout pouvoir présenter leur spectacle autre part à Yellowknife dans le futur, même si maintenant, ils se concentrent surtout sur ce projet-ci. Très bien. Et rendez-vous donc samedi 28 février et jeudi 5 mars pour les 2 événements. Exactement. On peut aller à l'un ou à l'autre, pas obligé d'aller aux 2. Ouais, pourquoi pas aller aux 2, ça va être fun. Ce serait bien. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.